L'invité de ce Smart Impact, c'est Samuel Mayol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 13 Nord, spécialiste des questions de laïcité et d'université. Et vous publiez Université en crise. Voilà, votre livre, c'est aux éditions L'Harmattan. On parle donc d'une crise de l'université. Elle n'est pas nouvelle. Quels en sont les principaux symptômes, si on peut décrire cette crise pour commencer? Vous diriez quoi? Alors effectivement, la crise n'est pas du tout nouvelle, hein, elle est même très ancienne. Les principaux symptômes, il y en a plusieurs. D'abord, c'est des problèmes financiers énormes qui sont liés ni plus ni moins à l'autonomie des universités. En promulguant l'autonomie des universités, les différents gouvernements successifs d'ailleurs, de ce côté-là, il y a vraiment une responsabilité partagée, ont abandonné les universités à leur propre sort. C'est-à-dire que concrètement, on a aujourd'hui des présidents d'universités qui font bien ce qu'ils peuvent pour essayer de boucler leur budget année après année. Les subventions de l'État ne suffisent pas, les dépenses augmentent et on a en plus, dans certains cas, des universités, des présidents qui n'ont pas les compétences, j'ai envie de dire, techniques ou financières pour pouvoir gérer de tels budgets. Ensuite, il y a aussi un impact social et sociétal très important. C'est-à-dire, sur le plan intellectuel aujourd'hui, beaucoup d'universités sont totalement à la dérive avec des groupuscules en interne des universités qui font du militantisme au lieu de faire de l'enseignement. Je parle aussi bien d'enseignants que d'étudiants. Et donc aujourd'hui, ça non plus, c'est pas nouveau, mais l'université est Une sorte au d'otage centre, de politique, exactement, ouais. otage Mm. de pression politique de tous Mmh. bords. Mmh. Alors c'est effectivement, et on va d'ailleurs se concentrer sur ces deux symptômes, l'autonomie d'université. Je regardais juste avant que l'émission démarre, 2007, la loi principale, il y en a eu d'autres ensuite. C'est quoi? C'est parce que ça transforme les directeurs d'université en managers, ils doivent chercher des sources de financement. Qu'est-ce que ça change profondément? Oui, c'est exactement ça. Alors déjà, l'autonomie, on pourrait la remonter beaucoup plus loin, Ouais. en 1968, au Mmh. moment où on a vraiment réformé l'université Ouais. et où on a souhaité mettre en place une démocratie universitaire avec de votes au sein des conseils Mmh. d'administration, donc de différentes personnes qui sont représentées, les étudiants, les enseignants et compagnie. Et donc ça, c'est un processus qui a débuté à ce moment-là. Effectivement, après 2007, Mmh. qu'on a appelé la loi d'autonomie des universités, Mmh. qui là a donné une autonomie notamment financière et politique au président. Ouais. Concrètement, à partir du moment où une université est passée à l'autonomie, l'État lui donne de l'argent qui correspond exactement Mmh. au montant qu'elle a eu le jour où elle est passée à l'autonomie. Et ce montant-là ne bouge plus depuis des années. Par contre, Malgré l'inflation. malgré l'inflation, malgré le fait que les enseignants sont toujours des fonctionnaires de l'État avec Ouais. une grille salariale qui Mmh. augmente, donc des dépenses qui, même si on ne touchait pas à la masse salariale, augmenteraient naturellement plus un certain nombre de problèmes liés au bâtiment, enfin voilà, donc Ouais. un certain nombre d'éléments. Et effectivement, les présidents d'université aujourd'hui, eh bien, à travers la taxe d'apprentissage notamment ou des formations en apprentissage, vont développer des fonds propres au sein de leur université pour pouvoir boucler les budgets. Mmh. Or, l'apprentissage aujourd'hui est également en train de s'effondrer Ouais. et donc les budgets sont aujourd'hui Alors, incomplets. c'est un fléau réel, je ne le sous-estime pas, mais on peut aussi se dire que le fait qu'il y ait des partenariats avec le privé, ça peut être un atout, parce qu'on a souvent reproché aux universités d'être un peu dans leur bulle, de ne pas suffisamment préparer les étudiants à la vie réelle, au monde de l'entreprise. Alors, c'est là où finalement on arrive dans la deuxième partie Mmh. du problème des universités, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui, au sein de l'université, et notamment des syndicats enseignants, qui Mmh. refusent précisément ce partenariat. Moi, j'ai dirigé un IUT pendant 10 ans. Mmh. Pendant 10 ans, j'ai cherché des fonds propres, et régulièrement, le reproche qu'on me faisait, c'était de vouloir privatiser mon IUT parce que précisément, j'allais chercher des fonds Mmh. qui, en plus d'ailleurs, étaient même pas des fonds privés en réalité, parce Mmh. que lorsqu'une entreprise donne de la taxe professionnelle ou de la taxe d'apprentissage, en réalité, elle paye un impôt qui est obligatoire pour elle, et en réalité, l'université n'est ni plus ni moins que collecteur d'impôts dans ce cas-là. Mmh. Bon. Mais malgré tout, aujourd'hui, les entreprises, elles sont sollicitées par tout le monde.
par toutes les universités, également d'ailleurs par des écoles privées, et donc elles n'arriveront pas à financer à elles seules tout le secteur de l'éducation. C'est aussi un manque de responsabilité de l'État que de se défausser sur le milieu de l'entreprise pour dire c'est à vous à financer l'université. Alors ça, c'est le pilier budgétaire. Et puis effectivement, il y a la question de l'enseignement, de la laïcité et de la liberté académique. Vous nous dites quoi? Elle est menacée aujourd'hui? Alors en fait, la liberté académique, elle est importante. Il est important Bien sûr. aujourd'hui de considérer qu'à l'université, il y a effectivement, aussi bien du point de vue des enseignants que des étudiants, une liberté d'expression. Le problème, c'est que justement, au nom de cette liberté d'expression et des opinions éventuellement que l'on peut avoir envie de véhiculer dans l'université, ben on empêche le débat contradictoire et les autres opinions. Alors on a eu ça pendant des années, notamment dans des universités lyonnaises avec Forisson qui venait faire de l'extrémisme politique, plutôt d'extrême droite à l'époque, dans ces amphis. Aujourd'hui, ben, on a un peu le phénomène inverse, où on a effectivement des conflits internationaux qui sont récupérés au sein des universités et qui amènent des enseignants et des étudiants à faire du prosélytisme politique, j'utilise bien le terme prosélytisme politique, et de confondre finalement l'estrade d'un amphi avec l'estrade d'un meeting politique. La laïcité, c'est vraiment en train de devenir un enjeu central à l'université. Est-ce qu'elle est mal comprise par justement la génération des, allez, on va dire 15-25? Parce qu'il y a aussi des questions au lycée, évidemment. Elle est mal comprise quand elle est mal expliquée, en réalité. On présente souvent la laïcité à partir du moment où on voit ce qu'elle empêche. Il faut aussi montrer ce qu'elle permet. Et aujourd'hui, cette loi, c'est une loi de liberté qui permet énormément de choses, qui permet d'abord d'avoir des opinions contradictoires, de changer de religion, de ne pas en avoir, de critiquer une religion. Voilà, et en réalité, il faut bien sûr la préserver. Au sein des universités... Mais il y a une communauté musulmane, à tort ou à raison, qui considère que c'est devenu une loi anti-musulman. Mais c'est exactement ce que disait à l'époque l'Église catholique en 1905 quand la loi a été votée. Évidemment, aujourd'hui, ils ont bien compris que cette loi, elle les a plutôt protégés et donné une liberté qu'ils n'avaient pas d'ailleurs à l'époque. Donc, bah voilà, peut-être qu'aujourd'hui, toutes les religions n'ont pas encore compris ce message. Elles finiront bien par le comprendre parce que cette loi, elle leur permet précisément des libertés qu'elles n'auraient pas dans d'autres pays où la laïcité n'existe pas. Ça va jusqu'à des menaces contre certains professeurs aujourd'hui? Oui, ça va sur des menaces, des pressions, des volontés d'emprise dans les cours. Voilà, il y a beaucoup de dérives. Vous parlez de pluralisme réel. Alors ça rejoint ce qu'on a dit sur la liberté académique, j'imagine, mais je veux bien que vous détailliez de quoi il s'agit et comment on peut le protéger, tout simplement. Bah, en fait, aujourd'hui, notre pays, précisément, il permet cette pluralité d'opinions, ce pluralisme de pensée. L'université a toujours été un lieu où on pouvait précisément l'exprimer, et je pense que c'est important. Mais au nom de ce pluralisme, il ne faut pas empêcher précisément que d'autres puissent avoir des opinions contradictoires. Et aujourd'hui, bah, on constate quand même que dans certaines universités, eh bien, il n'est pas possible d'avoir une opinion dissidente de l'opinion majoritaire. Qui doit protéger cette liberté académique, ce pluralisme réel? Moi, je pense que l'État doit reprendre la main sur les universités aujourd'hui. Donc, on sort de l'autonomie, en fait. En tout cas, on l'encadre. On l'encadre fortement. Vous savez qu'aujourd'hui, sur 40 membres d'un conseil d'administration d'université, l'État n'a qu'un représentant. Donc, il est important que l'État reprenne la main, qu'on encadre l'autonomie, éventuellement d'ailleurs qu'on en retire une partie, effectivement, et surtout qu'on contrôle. Vous savez, si aujourd'hui une ville, une collectivité, un village dérive sur le plan budgétaire, par exemple, la préfecture reprend immédiatement la main et peut même mettre sous tutelle une commune. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour les universités, en tout cas, c'est pas fait. Et moi, j'appelle aujourd'hui les représentants de l'État à reprendre la main sur l'université, aux parlementaires, à reprendre la main. Vous savez, cet ouvrage dont vous avez parlé, j'ai prévenu l'ensemble des députés et des sénateurs que j'avais écrit un ouvrage. En leur disant, l'université va mal, j'ai écrit un ouvrage, je suis prêt à venir vous rencontrer, à vous offrir mon ouvrage et à en parler avec vous. Je suis envoyé ça à tous les députés et tous les sénateurs. Vous avez eu combien de réponses ? Naïvement, je me suis dit, ça va me coûter un fric de dingue, puisqu'ils vont tous le vouloir. J'ai eu 3 réponses. Bon. Ça, voilà. C'est pas bon signe. Ça veut dire quoi ? Je reviens sur cette place de l'État. Vous parliez des conseils. Il faut rééquilibrer la gouvernance ? Oui, il faut rééquilibrer très clairement la gouvernance. Il faut ne pas faire de l'élection du président d'université un enjeu politique. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est devenu un enjeu politique et non pas un enjeu de savoir ou un enjeu scientifique. Est-ce que ça veut dire que l'université forme moins qu'avant ou moins bien qu'avant
des citoyens critiques, des citoyens qui doutent, qui sont lucides, qui remettent en cause ce qu'ils lisent dans leur boucle Internet, etc. Ah oui, ça j'en suis convaincu. Oui. J'en suis convaincu. Ça vient d'une part de certains enseignants qui effectivement aujourd'hui s'auto-censurent. Très clairement, hein, dans les universités, parce qu'ils veulent pas avoir de problème. Ça vient aussi de groupuscules d'étudiants qui, eux, contestent en permanence les enseignements et ne sont plus dans l'état d'esprit d'un étudiant qui vient acquérir un savoir ou acquérir une connaissance. Voilà. On en fait dès le départ un enjeu politique. Et alors, je reviens sur, parce que pendant que vous disiez ça tout à l'heure, le fait que l'État reprenne la main, très bien, j'entends l'argument, mais alors, on peut avoir un risque d'élection d'un extrême ou de l'autre à la tête de la France. Donc une reprise en main des universités, si l'État a la main. Peut-être que l'autonomie, on la trouvera sympa à ce moment-là. Oui, alors effectivement, si effectivement vous avez raison. Là, pour le coup, si effectivement un parti d'extrême, droite ou gauche d'ailleurs, arrive au pouvoir, effectivement, on pourrait considérer peut-être que l'autonomie sera un garde-fou et une possibilité de pouvoir finalement faire des universités un lieu où la parole sera encore possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces extrêmes sont déjà présents dans les universités. Et là, aujourd'hui, c'est pas l'État qui est extrême, c'est bien ce qui se passe dans les universités. Merci beaucoup Samuel Mayol, c'était passionnant. Votre livre Université en crise, je le remonte, on l'a en images, en infographie, et donc publié aux éditions L'Harmattan. Merci à beaucoup. bientôt, merci encore. On passe tout de suite au débat de ce Smart Impact. On va parler des directions des achats. Quelle place la RSE trouve dans les achats? C'était un bilan de l'année 2025 et on se projette sur l'année 2026.